Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 31 qui va du 28 juillet au 3 août. Alors déjà, première chose, je vais vous dire que à partir de là, cette semaine, je suis en vacances, ce qui fait que on se reverra en septembre, parce que je vais pas enregistrer en août. Je vais réfléchir à plusieurs concepts, plusieurs choses, où j'en ai parlé déjà un petit peu dans les précédents épisodes, et j'ai envie de faire évoluer la version et évoluer un petit peu la façon de faire de la semaine de Valkan. Donc là, je vais profiter du temps de vacances pour y réfléchir. On se revoit en septembre. Sinon, cette semaine, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Apache Nifi. Donc c'est une vidéo explicative qui est un peu longue, mais qui est quand même assez sympa sur un outil ETL que je ne connaissais pas. Donc un outil ETL donc pour extraire, transformer et charger des données. Je ne connaissais pas du tout Apache Nifi, qui a l'air d'être un outil qui se base entièrement sur des flows qui sont faits dans le navigateur, un petit peu comme N88, donc dont j'en avais parlé précédemment. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. J'ai vu une vidéo de Mister MV qui s'appelle "Ce roguelike va vous rendre accro", et c'est vrai. Alors le roguelike en question, c'est He Is Coming, et bien sûr, je l'ai testé puisqu'il y a la démo gratuite sur Steam, et effectivement, c'est particulièrement addictif. On y dirige un petit personnage qui va aller de point d'intérêt en point d'intérêt sur la carte, une alternance jour-nuit. De nuit, les ennemis bougent et peuvent vous rattraper. Vous allez devoir monter votre build, détruire un boss à la fin de chaque cycle de 3 jours, et vous allez pouvoir augmenter un petit peu les cases d'emplacement, avoir plus d'emplacement, l'améliorer, etc., etc. Donc c'est plutôt sympathique. Au niveau des animés, j'ai vu la suite de Dan Da Dan, donc c'est toujours très, très sympa. C'est un peu déçu en fait d'avoir les épisodes au compte-gouttes, mais franchement, l'animé est quand même assez cool. J'ai commencé à noter un petit peu ce qui me plaisait en fait dans les animés. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai bossé un petit peu sur mon outil autour du PKM. Donc là, moi, ce que j'aime dans Dan Da Dan, c'est vraiment le mélange entre folklore, cryptozoologie, ufologie, où ils ont fait un espèce de gloubi-boulga intense de tout. Et je trouve ça plutôt bien foutu, malgré le fait que ce soit quand même assez compliqué. J'ai vu aussi l'animé qui s'appelle Hajime no Ippo. Donc c'est un animé que j'avais lu quand j'étais plus jeune, et j'ai vu qu'il était sur Netflix, donc je suis un peu retombé dedans. C'était un peu, on va dire, une des madeleines de Proust que j'avais. Sinon, j'ai vu la vidéo Johnny Decimal, A System to Organize Your Life. Alors là, on va repartir un petit peu sur le PKM, l'organisation des notes dans Obsidian, donc PKM pour Personal Knowledge Management, donc la gestion de connaissances personnelles. Et plus ça allait, plus je trouvais que j'avais du mal à m'en sortir avec ce que j'avais fait. Ça a marché pendant un temps, la façon dont j'organisais mes notes, dont j'organisais en fait ma prise de notes, ma prise de connaissances en fait dans Obsidian, mais je trouvais que j'arrivais à une certaine limite. Donc j'ai décidé de redonner une chance au Johnny Decimal System. Alors, Johnny Decimal System, c'est assez simple. On va partir sur le fait qu'on va aller sur 2 niveaux de profondeur, pas plus, et on va ranger ça par des grands thèmes. Donc vous allez pouvoir avoir un dossier, par exemple, moi j'ai fait de 0 à 09, c'est Inbox. Et ensuite, je vais avoir un dossier 01 qui va être les Fleeting Notes, avec l'application et le plugin Obsidian du même nom. Un 02 avec les Web Clippers, un 03 avec les Raindrops, un 04 avec les Tasks, pour mettre toutes les tâches, etc. Donc voilà, je me suis fait ce genre de choses. Et on peut très bien avoir d'autres choses, comme dans mes intérêts, par exemple. Donc là, c'est les dossiers 50 à 59. J'ai Slow Life, amélioration personnelle, cuisine, ce genre de trucs. Et donc je redonne un petit peu sa chance à ce système que j'avais essayé d'utiliser, mais je crois que j'étais un peu passé à côté de la philosophie, et puis surtout à l'époque, je n'avais pas forcément extrêmement besoin. Et donc en remettant un petit peu au goût du jour toutes les notes que j'avais prises, je suis repassé sur des vieilles notes qui avaient un ancien système de rating pour mon appréciation de ce que j'avais vu, etc. Je suis repassé dessus et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les notes ne me servaient pas. Je m'explique, c'est-à-dire que je prenais des notes, je prenais par exemple, j'avais vu cet épisode-là, je lui ai mis par exemple 4 étoiles sur 5, et j'avais dit: «Ah ouais, j'ai bien aimé cet épisode». Ouais, mais au final, je ne sais pas pourquoi j'ai bien aimé, je ne sais pas ce que j'en ai retiré. Même les épisodes où je vais juste marquer: «Bon, c'est pas vraiment foufou» ou «C'est pas ce que j'attendais». OK, mais quelles étaient mes attentes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo, dans ce podcast, et quelles étaient les choses qui n'ont pas répondu à mes attentes? En fait, je les ai pas, et du coup, il y a une partie de mes notes au niveau des sources
en fait, qui sont tellement remplies, qui sont tellement peu, on va dire, intéressantes que je pense que je vais faire un grand coup de clean pour virer tout ça, plutôt que de réécouter ou revoir les vidéos parce que je pense qu'il faut aller aussi vers l'avant et faire d'autres choses. Donc là, effectivement, pour moi, il y a quand même un truc, commence à revoir un petit peu la façon d'organiser mes notes et je revois aussi la façon dont je prends des notes et notamment quand je récupère des sources et quand je donne une review pour faire la semaine de Valkan ou quand je regarde ou quand j'écoute les choses ou quand je les lis, je note aussi ce que je ressens, quelles sont les idées qui ont résonné, quelles sont les choses que j'avais envie de capturer à ce moment-là pour pouvoir, quand je reviens dessus, avoir des éléments plus concrets pour pouvoir les utiliser. Sinon, bah, j'ai vu Kaiju numéro 8, donc bah, c'est de plus en plus sympa comme série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on y suit une personne qui se transforme en monstre et donc ça pose plein de questions, notamment les relations avec les autres. Si quand il découvre qu'il est un monstre, la transformation des monstres aussi dans cette série que je trouve plutôt sympa, un petit peu à la Monster Hunter où on va avoir l'utilisation des monstres pour en faire des combinaisons, des armes pour récupérer une partie de leur puissance et lutter contre des monstres qui du coup, ne cesse de muter et de changer et de s'adapter au fur et à mesure des combats. Il y a aussi toute une sorte de lutte contre son monstre intérieur, en fait. Donc ça, c'est aussi assez sympathique à suivre et ça enchaîne sur le fait de garder le contrôle, rester humain, tout ça. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Sinon, j'ai vu passer un article sur l'Observatoire Miskatonic. L'Observatoire Miskatonic, c'est un projet de fanzine de l'association Miskatonic. Donc c'est très orienté autour de Lovecraft, de ses écrits, des précurseurs, des successeurs et de l'appel de Cthulhu. Et donc ce premier numéro, c'est une exploration collective de Shadow over Innsmouth et des origines littéraires, innombrables déclinaisons dans la culture pop, etc., etc. Donc c'est en financement participatif et je vous mets le lien, comme ça vous pourrez vous inscrire pour savoir quand est-ce qu'il démarre. J'ai vu aussi passer plusieurs choses. Hop, j'ai vu passer un livre qui me paraît très intéressant qui s'appelle La mer se rêve en ciel de John Honor Jacob. C'est un récit labyrinthique à la Lovecraft, donc toujours un peu dans le même thème et je pense que ça va être une de mes lectures de cet été. J'ai continué à lire, à voir Lord of the Mysteries, donc je trouve ça vraiment très sympa comme série, même si c'est très confus. Alors là, ils viennent de faire une série de vidéos qui explique un peu plus l'univers, qui donne un peu plus de clés pour comprendre l'histoire, et cetera. Ça reste très agréable à regarder, j'aime bien l'ambiance ère victorienne mixée gothique qui se dégage. Il y a une sorte d'énorme lune rouge, des secrets, des organisations, des dieux démons et malveillants, des complots, des pouvoirs qu'on voit dans la série. Franchement, j'aime bien, c'est un mélange avec l'isekai, Castlevania, les horreurs gothiques et tout ça, donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'ai continué aussi Moriarty the Patriot, donc c'est très, très sympa, toujours très orienté autour de Sherlock Holmes. Il y a quand même quelques rebondissements de situations après, mais voilà, c'est un peu, au lieu d'être complètement centré sur Moriarty en personnage principal, on a une espèce de série qui se sépare entre Sherlock Holmes et Moriarty. On a un peu l'impression qu'ils savent pas trop qui suivre, en fait. Mais il y a des idées, très sympas, notamment une nation qui tirerait les ficelles de révolution dans une autre nation et donc là, il parle de l'Empire britannique qui aurait déclenché la Révolution française, donc c'est assez marrant. Dans les séries de vidéos, bah, j'ai vu aussi une vidéo sur comment set-up, le Johnny Decimal System dans une Vault Obsidian par quelqu'un d'autre que, Johnny Noble qui a créé le système, pour voir un petit peu comment d'autres s'y sont pris, donc c'est plutôt cool. J'ai vu aussi la vidéo, de Johnny Noble sur le Johnny Decimal System, sur l'importance en fait de l'index et comment fonctionnent les index, ce qu'il appelle le JDEX. Donc voilà, donc je me suis un peu renseigné en fait sur le système pour essayer de mieux le prendre en main. J'ai vu passer aussi un jeu vidéo qui s'appelle The Dark Rites of Arkham et ça, c'est sur Steam. Alors, je l'ai mis en wishlist parce que ça me plaît beaucoup. C'est une sorte de point and click enquête dans l'univers de Lovecraft, donc j'attends beaucoup de ça. J'ai continué aussi à regarder Reborn as the Vending Machine. Alors, c'est toujours ouais, moyen, mais bon, j'aime bien l'idée du méga donjon, que chaque niveau a son propre biome. Il y a le niveau des lacs, le niveau des morts, le niveau du labyrinthe.
les gens qui obtiennent des pouvoirs, une sorte de magie et de rituel qui est là donc voilà, je trouve ça quand même un peu assez sympa même si c'est assez, un peu ras des pâquerettes, quoi. Et j'ai vu une vidéo que je vous recommande pas, qui est la différence entre Apache Nifi et Talend et en fait, cette vidéo n'apporte rien vraiment, puisqu'il passe trop vite sur le sujet, ne fait pas vraiment de comparatif et ne nous donne pas en fait vraiment de billes, pour pouvoir juger. En gros, c'est Apache Nifi versus Talend, quel est le meilleur? Bah, ça dépend des cas. Eh ben, merci, c'est super, ça m'aide vachement. Voilà, j'ai lu sinon cette semaine un article avec, ChatGPT qui récidive et qui génère des clés Windows valides. Donc, je vous laisserai lire l'article, mais c'est assez drôle. J'ai vu aussi Dance Discovery, donc, l'issue 346, qui est sur la vision du travail, que j'ai trouvé plutôt sympathique. Notamment, il cite un essai, donc de l'autrice Malvika, et on va y retrouver les notions de motivation, de discipline, et surtout, qu'est-ce que doit apporter un bon travail? Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant de se dire quelle était la valeur du travail pour soi. Et donc, selon l'autrice, ça serait que ça permet de financer le mode de vie que l'on souhaite vraiment avoir, que le travail s'aligne sur les valeurs que l'on peut défendre, que le travail nous entoure de personnes qui nous poussent à grandir ou nous enseigne des compétences à l'interne comme un intérêt composé, en fait. Donc c'est plutôt intéressant comme façon de voir le travail et je pense que je vais m'en inspirer aussi. J'ai vu un autre issue de Dance Discovery, donc le 348, qui est sur le rapport à la connaissance, le fact-checking, la société moderne. Là, on voit que le fact-checking et le fait d'utiliser des arguments scientifiques et des arguments, on va dire, prouvés, en fait, est devenu maintenant dans la société actuelle, une sorte de pédanterie, on pourrait dire, puisque, ça va être, un peu vu comme si on cherchait à se faire, valoir, à défendre sa réputation. Voilà, donc l'idée c'est que partager un savoir n'est plus neutre. C'est un acte symbolique qui peut menacer l'estime de soi de l'autre et donc c'est dans cette dynamique, en fait, qu'on voit que le populisme, bah, en valorisant le bon sens des gens ordinaires, il inverse un peu toute cette hiérarchie, il restaure une sorte d'égalité intellectuelle, là où, l'élite intellectuelle ou les scientifiques auraient les réponses à tout, bah, le bon sens ordinaire, le bon sens, pratique, en fait, ne serait pas négligé. Bon, voilà, c'est un peu dans cette idée-là, donc je trouvais ça plutôt intéressant quand on le met en perspective avec tout ce qui se passe actuellement. J'ai ressorti un vieil article aussi que je n'avais pas lu jusqu'au bout, où Microsoft coupe les mails de la Cour pénale internationale et en fait, dans le climat où, le directeur juridique de Microsoft France, a affirmé que de toute façon, il n'était pas en mesure de garantir la sécurité des données si le gouvernement américain faisait une demande pour y accéder. Je trouve qu'on avait déjà des prémices, des éléments précurseurs pour se dire que c'était pas une bonne idée d'y rester sur les GAFAM si on avait des choses, confidentielles à mettre, sur internet. J'ai lu aussi un article, c'est «My everyday carry what's my bag these days». Donc c'est un article que j'avais trouvé vraiment sympa sur l'équipement que l'auteur transporte dans son sac régulièrement. C'est bien pensé, ça donne des idées aussi pour la façon dont on transporte le matériel. Ça file en fait plein de liens aussi sur le matériel qu'il utilise, il dit pourquoi il l'utilise, pourquoi il a fait tel ou tel choix et cetera. Franchement, j'aime bien en fait ce genre de retour d'expérience en fait sur les produits pour savoir si ça vaut le coup ou pas, quoi. Et j'ai aussi, lu un article, sur The Biggest Work Mistake You Could Make This Summer. En fait, c'est un article, en fait, qui se base sur une étude qui dit que les gens qui ne prennent pas de vacances ou pas assez de vacances se retrouvent au final moins productifs que des gens qui ont vraiment coupé pendant 2 à 3 semaines et n'ont pas parlé de boulot pendant 2 à 3 semaines. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quand vous êtes au boulot, coupez tout et et ne répondez plus à vos mails pro. J'ai écouté cette semaine l'épisode 3.1 de A Space MR, le tango de la vie, donc c'est une série que j'aime toujours beaucoup et qui est vraiment très calme et permet de s'endormir très bien, donc franchement j'aime toujours ce qu'ils ont fait. En plus, on apprend plein de choses sur, l'univers, l'espace, donc c'est vraiment cool. J'ai écouté l'épisode «C'est plus compliqué que ça». Non, les féministes d'aujourd'hui ne sont pas plus violentes que celles d'hier. Alors moi, ça m'a rappelé effectivement, on va dire
une citation donc de Madeleine Pelletier, qui est née en 1874 et morte en 1939. C'était la première femme psychiatre. Elle a été militante socialiste libertaire et ce qu'elle disait, déjà à l'époque, c'était il est certain que casser un carreau n'est pas un argument, mais si l'opinion sourde aux arguments n'est sensible qu'aux carreaux cassés, alors que faire? Bah, les casser évidemment. Donc effectivement, je pense que les féministes n'étaient pas moins violentes avant et ne sont pas plus violentes que maintenant. J'ai écouté aussi l'épisode Coup critique Dungeon Crawler Carl et franchement, c'est un super épisode qui m'a donné très, très envie de lire cette série et ça sera sans doute mes lectures de vacances de cet été. Ça rejoint un peu les isekai. En fait, on a Carl, ancien garde-côte, qui se retrouve survivant d'une sorte d'éradication extraterrestre que des extraterrestres sont passés, ont décidé de dire à tout le monde que la Terre avait changé de propriétaire et que les ressources étaient réallouées. Et donc, toutes les personnes qui avaient un toit au-dessus de la tête, que ce soit de voitures, de cabanes, de tentes ou de maisons, ont disparu et sont mortes. Et il ne reste que ceux qui étaient dehors, qui au final bah, n'ont plus aucun abri, donc sont obligés d'aller s'abriter dans des espèces de grottes, tunnels où ils voient de la lumière, et c'est là qu'ils arrivent dans un méga donjon. Et je vous laisserai écouter l'épisode de Computing, mais en gros, c'est une sorte de méga donjon où ils vont devoir essayer de survivre, mais tout est retransmis à l'intergalactique, on va dire, puisque c'est un show de divertissement pour les extraterrestres et que plus ils auront de popularité et de followers, plus ils recevront des lootbox qui leur permettront de survivre. Et j'ai trouvé ça assez sympa comme concept. Ça rejoint beaucoup de choses que j'ai vues en termes d'animé, d'isekai, etc. Mais le fait d'en avoir fait un roman, écoutez, bah, ça me tente bien et je pense que je vais lire ça cet été. J'ai écouté aussi beaucoup d'épisodes de La Voix de Guillaume, notamment un sur Buvet, où il utilisait une application pour se rappeler de boire. Et en fait, ça m'a posé une question. Moi, j'avais lu dans une étude qu'il fallait à peu près 66 jours en moyenne. Alors, je crois que c'est entre 18 et 254 suivant les personnes, mais en moyenne, c'est plutôt 66 jours, pour qu'une habitude répétée tous les jours, donc vraiment de manière quotidienne, devienne inscrite dans la routine de quelqu'un et s'ancre dans sa routine. Et du coup, je me demande, est-ce que utiliser des rappels, des applications pour se rappeler, etc., ça améliore l'inscription de cette habitude dans la routine ou justement ça délaie et ça ralentit en fait l'inscription de cette habitude vu on compte sur un système externe pour se rappeler à sa face et pour faire moins d'efforts conscients pour se rappeler de mettre en place l'habitude. Donc voilà, vous avez 2 heures. Non, plus sérieusement, c'est ce que je me suis demandé en fait. Est-ce que ces apps, sur le court terme, nous aident? C'est sûr, mais est-ce que ça nous aide vraiment sur le moyen ou long terme pour, si on veut mettre en place de nouvelles habitudes? C'est une bonne question, je trouve, qui nécessiterait une étude pour essayer de voir. J'ai écouté la rediffusion d'un épisode de Mansplaining, Retour vers le futur, où il analyse un petit peu la masculinité toxique dans Retour vers le futur, et je trouve ça très bien fait. Et effectivement, quand on regarde avec un certain angle, on voit que bah, la masculinité toxique, elle est un peu présente dans tous les épisodes de la série et est un peu un moteur en fait de cette série. J'ai écouté aussi des épisodes de Solopreneur durable avec Bertrand Soulier, l'un sur devenir solopreneur plus épanoui avec l'IA et ChatGPT, où il y a pas mal de tips, pas mal d'outils, pas mal de réflexions en fait sur comment on pourrait automatiser des tâches. Et effectivement, je me pose aussi des questions. J'ai pas envie de me laisser la création de contenu directement à l'intelligence artificielle, mais potentiellement, si je peux améliorer et automatiser et réduire le temps passé sur des tâches un peu chiantes, genre des bêtises de montage, virer des silences, virer des hésitations, découper des shorts dans une vidéo pour YouTube. D'ailleurs, Guillaume Vendée en parle aussi dans un épisode de La Voix de Guillaume. Ah, il y a plein de choses. Je me dis, effectivement, il y a plein de tâches qui sont longues où l'être humain n'a pas forcément une valeur ajoutée énorme et on pourrait automatiser. Et je pense que l'automatisation devient de plus en plus facile grâce à l'IA et aux agents IA. Après, je pense toujours que c'est un outil et que c'est pas parce qu'on a un marteau que tous les problèmes deviennent des clous. Donc, je pense qu'il faut encore garder raison et savoir où utiliser l'IA, dans quelle mesure, être conscient de ses avantages, mais aussi de ses défauts et pouvoir pallier ou contrôler les défauts de sortie de l'IA. Voilà.
Et j'ai aussi écouté donc son épisode où il parle de l'abandon de la monétisation Patreon et Substack, où il trouve que ça ne correspond pas à son modèle de rémunération et par rapport à ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est intéressant son point de vue là-dessus. Je pense qu'il a raison, qu'il faut vraiment avoir une audience assez conséquente déjà pour pouvoir avoir un Patreon qui fonctionne bien. Et je réfléchis un petit peu tout ça parce que j'aimerais me lancer peut-être dans de l'infoproduit, de la formation et proposer déjà une série de formations gratuites. Donc je regarde un petit peu qu'est-ce qui pourrait être possible, quel type de plateforme pourrait me permettre de faire de la formation gratuite et peut-être des formations un peu plus avancées qui seraient, payantes ou ce genre de choses. Donc, pour le moment, je regarde un petit peu tout ce qui te fait. Et sinon, j'ai écouté, les épisodes de Tech Café, le dossier sur Alan Turing qui est vraiment très, très bien fait, où on reprend toute l'histoire du personnage et c'est, très intéressant. Et le dossier où on parle de cette deuxième mascotte de Grok, qui est juste une purge, il faut bien le dire. Donc, je vous invite à écouter Tech Café puisque, même si c'est l'été, la veille technologique continue et les boîtes technologiques ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et petite pensée pour Intel qui n'est plus dans le top 10 des constructeurs de puces. Désolé Intel. Et la dernière chose que j'ai écoutée cette semaine, donc c'est DataGen. Donc, c'était juste une annonce pour dire qu'il y avait une nouvelle personne qui intervenait sur le podcast. Donc c'est ce qu'on a écouté la semaine dernière et franchement, elle fait très bien le boulot. Et par contre, c'est juste pour dire qu'il lance un autre bootcamp, et cetera. Bon, c'est un peu de la pub, ça m'a pas botté plus que ça. Et bien voilà, ça sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à cliquer sur les liens et à aller voir s'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des articles que vous souhaitez lire, s'il y a des jeux que vous souhaitez tester. En tout cas, moi je vous souhaite, non pas une bonne semaine, mais carrément de bonnes vacances. On se revoit en septembre et entre-temps, reposez-vous bien. N'oubliez pas, coupez réellement parce que comme ça, vous serez plus productif à la rentrée. Allez, bonnes vacances.